Bonsoir, je déclare ouvert ce conseil municipal du 14 décembre 2020 et je vous remercie d'avoir accepté d'y assister dans un format un petit peu particulier puisque sans public. Mais nous sommes vus et entendus sur le réseau Facebook. Bien, je vais commencer par les excuses. Nous sommes au complet, sauf Maurice Didier qui ne peut être là ce soir et qui donne son pouvoir à Bernard Grosbeau. Je vais vous demander de bien vouloir nommer un secrétaire de séance. Et à la demande générale, je demande à Bernard Grosbeau de bien vouloir se présenter comme candidat, à moins que quelqu'un d'autre accepte cette lourde mission. Bien, qui est pour que Bernard soit secrétaire de séance ce soir, qui s'abstient, qui est contre, je vous remercie. L'ordre du jour appelle également l'approbation du compte-rendu de la séance du 12 octobre 2020, puisque nous n'avons pas eu de séance du conseil municipal en novembre. Vu le contexte et étant donné qu'il était relativement léger, nous n'avons pas jugé opportun de le tenir. Et vous avez eu un mois de plus pour pouvoir lire ce compte-rendu, donc je vous demande de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations, remarques, contestations ou autres, si vous le voulez bien. Monsieur Lacondemine. Ah, micro. J'avais posé la question par rapport à Orange, au poteau Orange, si les riverains avaient été consultés. Et la question n'apparaît pas dans le compte-rendu. J'avais demandé s'il y avait une consultation des riverains. Vous m'aviez répondu, pas par la commune, mais par les gens d'Orange. C'est eux qui devraient le faire. Vous parlez des poteaux je parle de la fibre, du pylône Orange qui vont installer. Vers Patural, oui. Pour supprimer les zones blanches. Oui. Oui, et alors j'avais posé la question de savoir si les riverains ou les gens qui habitaient à proximité avaient été consultés. Oui. Vous m'aviez répondu que que la mairie l'avait pas fait, que c'était à Orange de le faire. Voilà, tout à fait. Mais cette question n'apparaît pas dans le compte-rendu. La question que j'ai posée, elle n'apparaît pas dans le compte-rendu. D'accord. Nous la rajouterons. Voilà. Orange n'avait pas consulté. Merci. D'autres observations ? Bien, donc je soumets au vote qui est pour l'approbation de ce compte-rendu avec la réserve qu'a émise M. Lacondemine, qui s'abstient, une abstention, qui est contre. Merci. Décision prise en application de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et je vais passer pour cela la parole à Blandine Monfray. Donc, comme régulièrement, on doit vous faire part des investissements qui ont été faits. Donc, on avait déjà fait l'inventaire de ce qui avait été fait entre le 1er janvier et le 31 août. Donc là, je vais vous faire l'inventaire de ce qui a été fait comme investissement pendant la période du 1er septembre 2020 au 7 décembre 2020. Donc, au niveau de l'informatique mairie, il y a eu 12 000 € de dépensés. Au niveau de la voirie, le total de 245 079,13. En acquisition foncière, 1455,12. Matériel signalétique, bâtiment et voirie, 1656,59. Matériel service technique, 2698,87. École maternelle, 1275,58. École élémentaire, 7359,89. Matériel mairie, 3285,10. Restaurant scolaire, 2150,40. Sécurité, 11 763,79. Travaux mairie du parc, 4072,30, le gymnase du parc 1683,55, le pôle associatif 23 735,62, l'urbanisme dont les plans façades 2436, l'espace culturel 1338,21, aménagement urbain 96 405,68 €, le foyer municipal 56 066,01 €, opération foncière 900 €, donc ce qui fait un total général de 190 741,72 €.
Voilà pour ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces investissements? Voilà, donc je vais vous lire la Pardon. Ah pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Oui, bonsoir à tous. Alors je commence par la fin, le foyer municipal. Il y a une ligne concernant donc Escale Architecte, mais c'est sur le projet qu'ils avaient élaboré il y a déjà quelque temps, ou c'est un nouveau projet? Le projet qu'on connaît actuellement. D'accord. Alors, pourquoi il rentre dans cette ligne-là? C'est parce qu'il a été payé après? Non? Pourquoi il rentre dans la ligne municipale au 29/10/2020? Oui, parce qu'il a été payé à cette date-là. Oui. Ah d'accord, ok. Non, moi je pensais qu'il avait été payé avant. C'est pour ça. D'accord, ok. Merci. Donc je vous lis la délibération. Monsieur le maire fait part à l'Assemblée des décisions prises en l'application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Une pièce jointe présentant le détail de ces décisions a été transmise dans la note de synthèse. Donc le conseil municipal doit prendre acte des décisions prises en application de l'article L 2122-22 du CGCT. Donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, sollicitation de l'avis de l'administration du travail pour l'ouverture des dimanches. Je vais vous lire le texte de la délibération et après vous poserez les questions que vous pourrez souhaiter. Les fédérations Alliance du commerce et CDCF, alors CDCF, Conseil du commerce de France, ont saisi la préfecture du Rhône d'une demande de dérogation au dépôt dominical afin de pouvoir instruire ces demandes pour les dimanches de janvier 2021 conformément aux dispositions des articles L 3132-20, L 3131-25-4 et R 3132-16 du Code du travail. La commune de Saint-Georges-de-Renins a la possibilité de faire connaître son avis au plus tard le 16 décembre 2020. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral 69-2021-11-27001 du 27 novembre 2020 a autorisé l'ouverture des commerces pour fin novembre et décembre 2020 dans le cadre de la lettre ministérielle du 25 novembre 2020. Enfin, il est précisé que toute demande de dérogation au repos dominical relève de la compétence de la préfecture du Rhône dès lors que les travaux dominicaux sont effectués dans le département du Rhône. Le conseil municipal, après délibération, donne un avis favorable pour l'ouverture des commerces les dimanches du mois de janvier 2021. Voilà, je pense que ça rentre dans le cadre un peu de cette tentative de relance de l'économie. Avez-vous des questions à poser? Pas de questions? Par conséquent, je vous demande d'approuver cette délibération. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Et nous passons au tableau des effectifs, le point 4. Dandine. Donc, par cette délibération, en fait, on souhaite modifier le tableau des effectifs. En effet, on prévoit le recrutement de 2 personnes au service technique. Donc, actuellement, on a un poste vacant suite à un départ en retraite. Et le deuxième poste qu'il faut qu'on crée aujourd'hui, c'est un poste comme conducteur d'engin. Aujourd'hui, ce poste n'est pas libre suite à un agent qui est en arrêt depuis quelques temps et qui ne va pas reprendre de suite. Donc, il faut qu'on crée ce poste pour qu'on puisse embaucher quelqu'un, puisque c'est nécessaire pour la commune. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Qui est parti à la retraite? Oui, c'est Pascal Lenry qui est parti à la retraite au mois d'octobre. D'accord. Et après, il y avait combien de personnes qui conduisaient les engins, c'est-à-dire pour tout ce qui est tracteur, tous les trucs comme ça? Bah là, actuellement, il y a beaucoup de... C'était Pascal Dumort à la base, mais qui est toujours actuellement en arrêt, au niveau statut. D'accord, ok. Donc vous voulez recruter quelqu'un pour pouvoir prendre la place, pour pouvoir éviter... Et après, par rapport à la communauté de communes, il y a quelque chose qui se fait. Enfin, je sais que nous, les voiries communales, elles restent la commune, mais il y a
la possibilité d'avoir de l'aide par rapport à des engins, des choses comme ça pour éviter des investissements, ou il y a un groupement avec la communauté de communes ou pas? Non. Pardon. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y aurait des possibilités éventuellement de mutualiser certains services, mais ça n'est pas très pratique et ça fonctionne bien entre Belleville et la CCSB parce qu'ils sont sur le même site, mais pour nous, ça serait un petit peu plus compliqué. Les transferts de matériel, tout ça, c'est pas évident. Pardon? Ah bah oui. Donc actuellement, pour tout ce qui est voirie, on fait appel à des tâcherons. Puisque personne ne peut conduire le tracteur apparemment. Non, c'est pas tout à fait ça. On fait des petits travaux de conduite, mais pour tout ce qui est curage de fossés, épareuse, tous ces travaux un petit peu lourds et qui demandent de travailler sur un certain linéaire, on est bien obligé de faire appel à la sous-traitance. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à... Je vais lire la délibération. Donc, Monsieur le maire expose que suite à la réorganisation des services techniques, notamment en matière d'entretien des voiries de la commune de Saint-Georges-de-Renin, ce tableau des effectifs de la commune doit changer pour permettre le recrutement d'un adjoint technique territorial comme conducteur d'engin. Ainsi, un poste à temps complet doit figurer au nouveau tableau des effectifs. Ce poste permettra de compléter l'équipe des services techniques dans l'utilisation des engins pour assurer une meilleure continuité de service d'entretien de voiries, de fossés et espaces verts. Donc, le tableau des effectifs est modifié suivant le tableau ci annexé. Il sera demandé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à prendre les arrêtés individuels correspondant à ces modifications. Donc, le Conseil doit délibérer pour autoriser Monsieur le maire à prendre l'arrêté individuel correspondant à cette modification, de créer le poste à temps complet comme précédemment indiqué, de modifier en conséquence le tableau des effectifs comme annexé à la présente délibération, d'inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2021. Voilà, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Acquisition de terrain. Tout d'abord, je vous parlais de terrains qui appartenaient à Madame Métra, qui sont situés dans les Grandes Terres. Et je vous lis la délibération proposée. Le maire expose que la commune, dans le cadre de la protection des espaces naturels sensibles, envisage d'acquérir 2 parcelles cadastrées section D 435 et 437 d'une superficie de 9056 m², propriétaire des consorts Métra. Cette acquisition pourrait se faire sur la base d'un prix de 0,55 € le m², soit un montant de 5 000 € hors taxes et frais d'acte. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le principe de ces acquisitions et d'autoriser le maire à signer tout document s'y rapportant. Il est précisé que ces acquisitions de terrain situées dans le périmètre des espaces naturels sensibles et de la zone humide peuvent faire l'objet d'une demande de subvention dans le cadre du contrat vert et bleu auprès du Conseil général du Rhône et de l'Agence de l'eau. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement retenu dans le cadre du contrat vert et bleu. Subvention Agence de l'eau 30%, soit 1500 €. Conseil départemental du Rhône 50%, soit 2500 €. Commune 20%, 1000 €, ce qui fait le total de 5000 € hors taxes. Après délibération, le conseil municipal se prononce favorablement au principe d'acquisition de ces parcelles. Il est évident que ça ne se fait pas en opposition avec des agriculteurs. Donc, voilà, ce sont des parcelles qui sont situées. C'est un peu la prolongation d'une politique que la commune a adoptée depuis des décennies en faveur de la protection de ces espaces naturels sensibles. Avez-vous des questions à poser? Oui. Ah. Jaune, les 2 parcelles jaunes. Eh bien, tu vois, c'est pas loin de la digue, qui est un peu plus bas. Enfin, j'ai pas de... Voilà. Ah, pas tous, non, on en a autour, mais pas tous, non, bien sûr. L'objectif, c'est de préserver ces espaces naturels. Et puis après, de les remettre éventuellement à des agriculteurs qui voudraient les entretenir. Aujourd'hui, oui. Quand on n'est pas en opposition avec des agriculteurs et quand ça préserve des espaces naturels, je pense que c'est une politique que nous avons depuis une trentaine d'années et qu'il est souhaitable dans ce secteur de poursuivre.
Le but n'étant pas de gêner. Quand nous avons acheté d'autres terrains, et quand même on en a de façon significative, hein, un jour on pourra vous les montrer, en général ils sont faits en accord avec les agriculteurs qui les entretiennent, et on préserve ces espaces. Alors, parfois, en général, ça se passe plutôt pas mal. Là, c'est des bois, donc il n'y a aucun agriculteur spécialement qui était intéressé, à part y arracher pour en mettre. Il n'y a pas eu d'opposition, et les propriétaires que je connais bien étaient tout à fait sensibles à ça, et ils ne voulaient pas que ça devienne des salades ou du blé ou des maïs. Voilà. Ils aiment bien faire préserver, c'est pour ça qu'ils se sont rapprochés. D'autres questions? Bien. Qui est d'accord pour cette acquisition dans le sens de la délibération que je vous ai citée? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Deuxième terrain de Monsieur Grand, au lieu dit Le Poirier, qui vient en complément de l'acquisition qui avait été faite il y a quelque temps d'une maison qui faisait l'angle entre la route du Poirier et la RD 306, et qui nous a permis de faire un aménagement urbain et puis un petit peu environnemental de sécurité. Je vous lis le texte de la délibération et je répondrai à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Le maire expose que dans le cadre de l'aménagement du croisement entre la rue du Poirier et la RD 306, il est opportun d'acquérir une partie de tènement destinée à assurer la réalisation de cette entrée de quartier dans de bonnes conditions de sécurité. Monsieur Didier... C'est Didier ou Gérard, non? Monsieur Didier Grand, en accord avec la commune de Saint-Georges-de-Renins, propose la cession d'une partie de son tènement d'une superficie de 23 mètres carrés à détacher de la parcelle cadastrée section E 212 de 543 mètres carrés pour permettre cet aménagement de voirie. Le plan d'arpentage a été transmis avec la note de synthèse. L'acquisition par la commune de ce terrain est fixée en accord entre les deux parties à 1 € hors taxes et frais d'acte. Après délibération, le conseil municipal se propose favorablement au principe d'acquisition de cette parcelle correspondant à 23 mètres carrés. Alors effectivement, il n'y a pas une grosse superficie. En revanche, ça nous a permis, après la démolition de la maison, d'avoir une sortie, ce qu'exigeait le département, qui soit en prolongement perpendiculaire du chemin d'accès de l'autre côté de la route nationale, à côté de la maison de Gérard Chanet, de façon à avoir une sortie et entrée parfaitement sécurisée. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous avons la sortie qui se fait au nord et l'entrée qui se fait au sud, ce qui permet d'avoir un croisement qui a été accidentogène, mais jamais de façon très grave. Il y avait beaucoup de métal broyé ou de plastique selon la nature des véhicules, mais bon, jamais de façon très grave. Mais là, ça sera pour éviter un éventuel accident futur. Avez-vous des questions à poser sur cet aménagement ou sur cet achat? Pas de questions. Qui est pour la validation de cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Et nous passons au sujet suivant. Formation obligatoire des élus, que Blandine va nous décrire parfaitement. Alors donc c'est une délibération qui doit se prendre 3 mois après les élections. Donc compte tenu du contexte, on avait un petit peu un délai supplémentaire pour prendre cette délibération. Donc en fait, on doit mettre ça à l'ordre du jour. Et donc c'est de prévoir des sommes pour la formation des élus. Donc le montant doit être compris entre 2% du montant total des indemnités et ne doit pas excéder 20% de ce même montant. Voilà, donc après on va le mettre au budget primitif 2021. Voilà, et puis après on verra, suivant les formations qui sont proposées, les élus qui souhaitent y participer. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, Mathieu. L'AMF qui nous envoie aussi. Ouais. Ouais, l'AMF, ouais. Et il y a des formations, c'est vrai, qui sont pas mal. Bon, il y en a beaucoup qui ont été annulées entre-temps. Il y avait des propositions, puis après, ils les réannulaient suite au Covid.
Et puis ça dépend aussi du nombre de participants, souvent. Et après, comment on peut avoir son compte, savoir par élu de quoi on dispose pour pouvoir savoir quelle formation aussi. C'est un peu comme au niveau du travail, c'est un DIF, quoi. Un peu. Je ne sais pas ce qu'est un DIF. En revanche, je pense c'est ce qui que permet les formations, en fait. La meilleure façon, ces formations sont accessibles à tout élu. Donc la meilleure façon, c'est lorsqu'on voit une formation, chacun voit une formation qui l'intéresse, c'est de s'inscrire. Et puis après, soit elle a lieu parce qu'il y a un nombre suffisant d'inscriptions, soit elle est différée. Et c'est vrai que compte tenu du contexte actuel, il y a eu beaucoup de formations qui ont été différées. En revanche, je ne sais pas si certaines ne se font pas par visio ou si non. Il y en a eu quelques-unes. Donc, quand vous avez une formation qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Après, où ils vous prennent pas en fonction du nombre, où elle est faite ou pas. Mais bon, c'est le meilleur moyen d'y arriver. N'hésitez pas. Hein. Il faut s'inscrire. Il ne faut pas hésiter. Hein. Et c'est pas une question de cumul, par exemple. Je sais pas, de points. On a tant de points. On peut faire telle formation, ce qu'elle fait tant de points. Non, parce que les formations AMF, elles sont dispensées à tous ceux qui le souhaitent. Mais c'est la commune qui va payer la partie, on est d'accord. Non, il n'y a pas de formation payante. À l'AMF, si. Je sais pas, parce qu'avant qu'ils mettent en place. À l'AMF, elles sont pas payantes. Elles sont pas payantes, elles sont. Du moment qu'on adhère, que la commune adhère. Oui, la commune adhère. Ça permet à tous les élus de pouvoir. D'accord, ça c'est intéressant, parce que je pensais pas. Il fallait pas avoir une antériorité avec des comptes chargés en nombre d'heures. Non. Ben oui, c'est pour ça il y a des formations qui étaient réservées aux nouveaux. C'est réservé aux nouveaux élus, donc on peut pas leur demander d'avoir une antériorité. Oui, alors ça c'est différent. Celles du centre de gestion, elles sont plus catégorielles, elles sont plus encadrées. Oui, Olivia. Des indemnités est 20%. Donc, de quelle ordre de grandeur sera-t-il ce budget formation? C'est en fonction des demandes ou il est d'ores et déjà déterminé? C'est en fonction des demandes. Après, on va voir. Quand on votera le budget, on va préparer le budget 2021. On verra à ce moment-là le montant qu'on va mettre. Moi, ce que je pense, c'est que inscrivez-vous et puis après on verra en fonction. Ce qu'il faut, c'est qu'une formation soit librement consentie et choisie, hein, et qu'après elle soit intéressante pour la personne qui la suit. Moi, je pense que il y a beaucoup de choses qui sont dans les formations qu'il y a qui sont un peu bateaux, et puis il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Alors, ils insistent sur les nouveaux élus parce que c'est vrai que ces formations, parfois, ça peut remplacer le phénomène d'expérience des gens qui sont depuis 1, 2 ou 3 mandats conseillers municipaux. Moi, je pense que c'est intéressant de s'inscrire dans tous les cas, et après on verra. On fera, s'il y a vraiment beaucoup de demandes et si ça génère des budgets, on fera des tris, mais on le fera ensemble. Donc je vous lis la délibération. Monsieur le maire expose, vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles 2123-12 et suivants, considérant que les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions, considérant qu'une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation, monsieur le maire rappelle qu'une délibération est prise obligatoirement dans les 3 mois suivant le renouvellement général du conseil municipal sur l'exercice du droit à formation et de ses membres. Elle détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre. Par ailleurs, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité doit être annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel. Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20% du même montant.
concernant les formations sont pris en charge à la condition que l'organisme dispenseur soit agréé par le ministère de l'Intérieur les frais d'enseignement, les frais de déplacement, frais de séjour et de transport, ainsi que la compensation de la perte éventuelle de salaire et de traitement ou de revenus dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat ou d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Monsieur le maire propose au conseil municipal de valider les orientations suivantes en matière de formation: le développement durable et ses différentes déclinaisons en matière de politique locale, la gestion locale notamment sur le budget et les finances locales, la comptabilité budgétaire, les impôts locaux et les contributions financières versées par l'État aux collectivités territoriales, la pratique des marchés publics, la délégation de services publics et la gestion de fait, la démocratie locale, le fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales, le statut des fonctionnaires territoriaux. Formation favorisant l'efficacité personnelle, gestion de projet, conduite de réunions, animation d'équipe, gestion du temps, informatique, prise de parole, bureautique et gestion des conflits. Les fondamentaux de l'action publique locale, les formations en lien avec les délégations et ou appartenance aux différentes commissions. Monsieur le maire propose également que le montant des dépenses totales de formation soit plafonné à 20% du montant total des indemnités susceptibles d'être allouées aux élus avec un minimum de 2% inscrit au compte 6535. Voilà, donc après délibération, le conseil municipal décide de valider les orientations et les montants des dépenses totales de formation communiquées ci-dessus. Donc qui est pour cette délibération ? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Demande d'aide à l'agence de l'eau pour les travaux de réseau d'assainissement supérieurs à 150 000 euros. Alors je vais lire le texte de la délibération parce qu'il est suffisamment limpide pour expliquer ce qu'on veut. Si vous avez des questions, vous les poserez. Demande d'aide à l'agence de l'eau pour des travaux de réseau d'assainissement supérieurs à 150 000 euros hors taxe. Le maire expose que la commune Saint-Georges-de-Renins peut bénéficier dans le cadre du plan rebond de subvention de l'agence de l'eau pour des travaux d'assainissement. Notre cabinet d'études MGO a référencé 3 opérations importantes sur Saint-Georges-de-Renins. La route de Bel-Air pour un montant de 575 000 euros de travaux, le quartier de Bourg-Chanin pour un montant de 810 000 euros hors taxe et la partie ouest de la RD 68, en fait, c'est Port-Rivière pour un montant de 490 000 euros hors taxe de travaux. Conseil municipal, après délibération, adopte le projet de travaux de réseau d'assainissement de la route de Bel-Air, du quartier de Bourg-Chanin et de la partie ouest de la RD 68, de la RD 306 jusqu'à l'école maternelle, évaluée à 1 875 000 euros. Réalise ces opérations d'assainissement collectif, études et travaux sur les principes de la charte qualité nationale des réseaux d'assainissement. Mentionne dans les pièces du dossier de consultation des entreprises que l'opération sera réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d'assainissement, sollicite l'aide de l'agence de l'eau pour la réalisation de ces opérations. Alors il est évident que compte tenu de l'opportunité de cette opération rebond, nous avons souhaité nous inscrire, sachant que ces travaux sont des travaux qui peuvent être intéressants. Certains sont indispensables à court terme, d'autres ont pu être envisagés dans une deuxième période. En revanche, si nous avons le bonheur d'avoir ces subventions qui peuvent aller jusqu'à 50%, je pense que ça mérite de regarder ça beaucoup plus attentivement. Par conséquent, votre autorisation nous permettra de faire la demande d'inscription de ces projets au titre de subvention de l'agence de l'eau. Puis après, en fonction des résultats, eh bien, nous aviserons, je pense. Hein, c'est bien ça, Paul? Voilà. Avez-vous d'autres questions à poser? Ou des questions, pardon. Bien. Qui est pour l'adoption de cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Subvention CEPA. Non, renouvellement du contrat d'assurance groupe du personnel communal, c'est pas la peine. Oui, c'est pareil. Mise en place par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon. Blandine. Merci. Donc, on a déjà évoqué ça lors du dernier conseil. En fait, quand on a pris la délibération, on l'a envoyé au centre de gestion qui nous a répondu que la délibération n'était pas assez complète. Donc, on est obligé de reprendre la délibération ce soir. Donc, pour mémoire, en fait, c'est tous le remboursement quand il y a des arrêts des agents. Jusqu'à aujourd'hui, on avait un taux à 6,22, et à partir du 1er janvier 2021, on aura un taux à 6,30. Donc, on ne change pas
les jours de franchise. Enfin, c'est la même enfin, c'est les mêmes modalités que la précédente délibération. Voilà, simplement, il faut qu'on la reprenne. Le formalisme, voilà, qui n'était pas bon. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On avait déjà débattu la dernière fois. Donc, je vais vous lire la délibération du jour. Donc, Monsieur le maire expose que l'application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour la commune de Saint-Georges-de-Renins des charges financières par nature imprévisible, que pour se prémunir contre ce risque, la commune de Saint-Georges-de-Renins a la possibilité de souscrire un contrat d'assurance, que le centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon propose un contrat d'assurance groupe ouvert aux collectivités du département et de la métropole de Lyon, que la commune a demandé par délibération numéro 2020-06 en date du 17 février 2020 au CDG 69 de mener pour son compte la procédure de mise en concurrence avec négociation nécessaire à la souscription de ce contrat d'assurance, d'une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2021. Pour la garantir contre les risques financiers liés au régime de protection sociale des agents publics territoriaux, que les conditions proposées à la commune à l'issue de cette négociation sont satisfaisantes, que le CDG 69 assure l'instruction des dossiers de sinistre et la gestion des actes afférents aux garanties souscrire de même qu'un rôle de conseil auprès des collectivités adhérentes, qu'il convient donc de participer aux frais inhérents à la gestion administrative des dossiers dans le cadre d'une convention. Après en avoir délibéré, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code des assurances, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 26 alinéa 2, vu le décret numéro 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et relative au contrat d'assurance souscrit par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux, vu les décrets numéro 2016-360 du 25 mars 2016, notamment son article 25, vu la délibération du CDG 69 numéro 2020-12 du 17 février 2020 engageant une procédure de mise en concurrence avec négociation en vue de la souscription d'un contrat d'assurance groupe pour la couverture des risques statutaires, vu la délibération du CDG 69 numéro 2020-25 du 6 juillet 2020 fixant le montant des frais de gestion pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 et approuvant le projet de convention relative à la gestion administrative des dossiers de sinistre découlant du contrat groupe relatif à la couverture des risques statutaires, vu la délibération du CDG 69 numéro 2020-26 du 6 juillet 2020 relative à la mise en œuvre du contrat cadre d'assurance groupe 2021-2024, vu la délibération du conseil municipal numéro 2020-06 en date du 17 février 2020, mandatant le CDG pour mener pour son compte la procédure nécessaire à la souscription d'un contrat d'assurance groupe relatif à la couverture des risques statutaires. Le conseil municipal doit donc, vu l'exposé du maire et sur la proposition, décide d'approuver les taux de prestations négociés pour la commune de Saint-Georges-de-Renins par le CDG 69 dans le contrat cadre d'assurance groupe, ce contrat sur les bases des mêmes options, à savoir agents concernés, titulaires et stagiaires, risques couverts, accidents du travail et maladies professionnelles, décès, longue maladie et les longues durées, maternité, adoption, paternité, maladie ordinaire. Franchise en maladie ordinaire, 15 jours. La collectivité comptant plus de 30 agents titulaires CNRACL, le taux de cotisation au 1er janvier 2021 est fixé à 6,30. Pour mémoire, le taux appliqué sur la période antérieure 2018-2019 s'élevait à 6,22. Article 2, d'adhérer au contrat cadre d'assurance groupe à compter du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 pour garantir la commune contre les risques financiers des agents. Voilà, donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Si. Subvention pour le centre, le CEPA. Je vais demander à Sébastien de bien vouloir sortir, monsieur le président du CEPA. Merci. Bien.
Traditionnellement, vous le savez tous, on a déjà, je pense, on l'a déjà évoqué, nous organisons, le CEPA organise, avec l'aide de la commune et des conseillers municipaux, le repas des personnes de plus de 70 ans qui veulent bien venir fin décembre, de façon à assurer les fêtes de Noël et à faire un clin d'œil, assurer une convivialité qui permet de nous retrouver tous autour de ce repas traditionnel. Cette année, bien évidemment, avant qu'on sache ce qui nous est arrivé récemment, on se doutait que ça serait quelque chose de difficile, que nous aurions pu l'organiser avec une faible fréquentation, compte tenu des risques que ce repas pouvait présenter. Par conséquent, on a décidé purement et simplement de l'annuler et de tenter de trouver une solution alternative qui respecte les deux critères qui sont ceux de la convivialité et ceux de la relation avec nos aînés, de façon à ce qu'ils passent des fêtes de Noël avec un petit clin d'œil de la collectivité et du centre du CEPA. Donc nous avons imaginé, avec les élus et puis un peu le CEPA, de trouver une solution qui serait alors il se passe tout plein de choses dans les communes, hein, des bons, des colis, des bons d'achat, etc., etc. Nous avons décidé de faire un bon d'achat ainsi qu'une boîte de chocolat. Alors le bon d'achat, évidemment, lorsqu'on fait le repas ici, en général on est 270 par là, 280 personnes, alors que les personnes âgées de plus de 70 ans, sachant que lorsqu'il y a un couple, le conjoint vient, même s'il n'a pas 70 ans, représente un chiffre de pas loin de 597 personnes, donc pas loin de 600 personnes. Et si on fait un bon d'achat, il est évident qu'on ne va pas trier les gens qui venaient auparavant et ne rien donner aux autres. Par conséquent, entre le coût d'un repas pour aller, on va dire, 300 personnes et un bon d'achat d'une certaine valeur pour 600 personnes, eh bien, il est évident qu'il y a une différence d'impact financier. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de dire il faut que il semble nécessaire, si on veut satisfaire ce geste en direction des aînés, il est indispensable que la commune fasse une subvention pour gommer la différence. À titre indicatif, le repas traditionnel coûte aux alentours de 9 000 €, hein, c'est à peu près ça. Sachant que le CEPA a des actions, il fait des choses dans l'année qui permettent d'amortir une partie du budget. On bénéficie aussi d'un peu de gratuité. Bon, bref, si demain ce soir, nous décidons de faire ce bon d'achat à hauteur de 50 € et la boîte de chocolat, il est clair que 600 par 50, ça fait 30 000 €. La boîte de chocolat, c'est un petit peu moins parce qu'on en donne une par foyer, on n'en donne pas deux. C'est 405. Leclerc, sur ces 405, nous fait un geste de 160 gratuites. Par conséquent, il en reste 240. Donc ça fait grosso modo, on va dire, un budget global de 35 000 €. Et le CEPA aujourd'hui encaisse 10 500 €, quelque chose comme ça. Donc nous pensons qu'il ne faut pas la sécher, bien évidemment, il ne peut pas emprunter. Donc une subvention de 25 000 € serait la bienvenue pour permettre de satisfaire cette initiative et cette distribution en direction de nos aînés. Voilà, alors si vous avez des questions à poser, je suis prêt à y répondre, hein, bien sûr. Sachant que l'esprit, c'est qu'on reste dans cette initiative du CEPA et de la commune, qui est d'aller vers les aînés. On avait pensé à un moment donné organiser un repas chez les gens, mais c'est compliqué. Puis ça pose des problèmes sanitaires, enfin ça pose plein d'autres contraintes. Par conséquent, cette distribution d'un bon d'achat de 50 € et de la boîte de chocolat par les élus permet de conserver ce geste de proximité entre les élus, le CEPA et les aînés.
Il faut dire également que ce qui a été décidé, c'est que ce bon d'achat fut utilisé auprès de commerçants de Saint-Georges, ce qui permet d'avoir un double effet, c'est-à-dire que on fera travailler les commerçants de Saint-Georges qui aujourd'hui, bon, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne puisque certains sont complètement fermés, d'autres pas, mais nous avons pris les commerçants de Saint-Georges qui avaient été impactés et aussi les autres, hein, donc on n'a pas fait de distinction, on touche l'alimentaire, on touche les coiffeurs, enfin la liste elle a été établie et ces commerçants de Saint-Georges ont quand même souffert pendant cette année 2020 et par conséquent l'effet entraide des personnes âgées va permettre également de manifester notre soutien à l'économie de nos commerçants, à l'économie locale et je pense que ça a un double effet sympathique en direction de ces populations. Voilà. Avez-vous des questions? C'est pas forcément les commerçants de l'UCA. Ça peut être des commerçants qui sont pas forcément adhérents. C'est pas ça. C'est ça. Non, la liste, elle est disponible. D'ailleurs, vous l'aurez, hein, la liste. Et à l'intérieur, il y aura la liste des commerces où les anciens pourront aller. C'est pas forcément des commerces de bouche. Non. D'accord. Il y a les coiffeurs, les esthéticiennes. Donc en fait, vous avez été voir tous les commerçants artisans de la commune et vous avez demandé s'ils voulaient adhérer. Et après, vous avez. Voilà, artisans. C'est plus le côté festif, donc plus se préparer pour les fêtes, à manger, des choses comme ça. Tout à fait. D'accord. Jusqu'au 30 juin. Ah oui, et s'il y a des soucis, ben on verra si on prolonge ou pas. D'accord, ok. Et après, il y a un retour en fait auprès de la commune pour savoir s'ils ont été bien tous utilisés ou s'il n'y a pas eu de. Oui, c'est le CEPA. La commune va allouer une subvention au CEPA et le CEPA payera les commerçants. Par le retour. En fait, ils reviendront avec les bons et quand ils donneront tous leurs bons, ils seront réglés à ce moment-là. Tout à fait. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Oui, et tous les bons sont numérotés. Donc de 10 €, donc ça veut dire qu'on peut faire plusieurs, on peut faire plusieurs commerçants, on n'est pas obligé d'utiliser. D'accord. Voilà. Oui, il peut aller chez le coiffeur, mettre 10 €, rajouter la différence, aller chez Bernard, dommage. Bah si, tu peux, non? Il n'a pas l'âge. T'as pas l'âge? Bon, pas encore. Excuse-moi. D'autres questions? Pas de questions? Donc je vais vous lire le texte de la délibération, parce que je ne l'avais pas lu. Objet, subvention CEPA. Le maire expose que l'association, le comité d'entraide aux personnes âgées CEPA, compte tenu de la période épidémique du Covid-19, souhaite remplacer le repas de fin d'année des anciens par un bon d'achat à hauteur de 50 € et une boîte de chocolat par personne âgée de plus de 70 ans. Dans le cadre de ce projet spécifique, elle sollicite auprès de la commune une aide financière. À l'appui de cette demande, l'association a communiqué au maire le coût du projet de réalisation et les ressources propres de l'association. Au vu de la demande et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les actions que la commune peut légalement aider, il est proposé au conseil municipal après délibération d'accorder à l'association CEPA une subvention de 25 000 € pour cette action. Cette dépense sera imputée au budget de la commune en dépenses de fonctionnement. Autorise le maire à signer toute pièce nécessaire à la réalisation de cette action. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Olivia, peux-tu faire entrer Sébastien? Merci Sébastien. Et nous allons passer au sujet suivant, à savoir une subvention pour le CCRS. Je vais demander à Jocelyne et à Patrick Bagdasarian de sortir et à Blandine Monfray d'assurer la direction du conseil. CCAS. Donc, pour cette délibération,
je vais vous lire la délibération, et puis parce qu'elle est assez précise, et puis après, s'il y a des questions, vous les poserez. Donc, Monsieur le maire souligne que la situation financière de l'EHPAD Les Jardins d'Anne s'est sérieusement dégradée ces 2 dernières années, avec des déficits de 41 170,32 € en 2018 et 52 778 € en 2019. Ces déficits s'expliquent en partie par de nombreux arrêts de travail cumulés sur les 2 années. À noter également un report de charges 2017 payé sur l'exercice 2018 d'un montant de 32 503 €. Ce report a sérieusement impacté l'exercice 2018, mais également celui de 2019. Charges 2019 payées en 2020, 10 971 €. Il convient donc de faire un point sur la situation financière au 1er décembre 2020 afin de déterminer le montant d'une éventuelle subvention d'équilibre de la part de la commune. Donc, malgré une année 2020 particulièrement compliquée, tant d'un point de vue sanitaire que budgétaire, le résultat prévisionnel reste correct eu égard aux prévisions initiales. Les chiffres sont d'autant plus encourageants que les dépenses de personnel ont sérieusement diminué entre 2019 et 2020, moins 27 771 €, et ce malgré la prime Covid qui représente 25 500 € et la prime grand âge 5 330 €. De plus, les pertes d'activité liées à l'impossibilité d'accueillir de nouveaux résidents durant les périodes de confinement n'ont pas été entièrement compensés, 8 600 au lieu de 10 000 €. Enfin, les surcoûts et pertes d'activité de cette fin d'année ne seront pris en charge qu'en 2021. L'octroi d'une subvention d'équilibre de la commune à l'EHPAD trouve donc tout son sens eu égard au contexte. Malgré un contexte difficile, les dépenses ont été maîtrisées au mieux. Malgré un report de charges 2019 payé sur l'exercice 2020 de 10 971 €, le déficit prévisionnel est bien inférieur à celui prévu, moins 16 831 au lieu de moins 33 887,30 €. À compter de 2022, le montant des recettes devrait augmenter de près de 25 000 € du fait de la revalorisation de la dotation soins, dont le montant est calculé sur les charges en soins de 2015, donc bien moindre que celle actuelle, soit environ 25 000 € par an. Les surcoûts Covid de la fin d'année, dépenses de personnel et pertes d'activité ne seront prises en compte par l'ARS qu'en 2021. La plupart des EHPAD publics territoriaux sont subventionnés par les communes. Or, les jardins d'Anne n'ont jamais été subventionnés en fonctionnement. L'octroi d'une subvention d'équilibre représenterait donc un acte politique fort de soutien à l'EHPAD de la commune et une volonté de le sauvegarder, alors que l'ARS encourage vivement les regroupements de petites structures et parie sur la non-viabilité de celles-ci. Donc, le Conseil, après délibération, décide de verser une subvention d'équilibre à l'EHPAD Les Jardins d'Anne à hauteur de 20 000 €. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? La prime grand âge, c'est quoi? Parce que la prime Covid, c'était pour les personnes qui travaillent dans l'EHPAD, et la prime grand âge, c'est... Alors, il me semble que c'est quand il y a l'âge des résidents est vieillissant, en fait, il y a une prime par rapport au nombre de résidents. Je ne sais pas comment elle calcule exactement, mais ça représente sur l'année, ça représente ça pour, Merci. Pour la commune. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. C'était clair? Merci. Garantie d'emprunt. Ah, c'est moi qui dis pas. C'est toi. Vas-y. Non, c'est toi. Vas-y. Oui. Alors donc, on a plusieurs garanties d'emprunt à l'ordre du jour. Donc, on a déjà l'opération Accentia, qui donc c'est pour quel bâtiment déjà celui-là? Durand, maison Durand. Pour la maison Durand. Donc celle-ci, on la reporte, on va pas la prendre aujourd'hui. On va pas prendre la délibération aujourd'hui, si vous êtes d'accord. Vous entendez pas là? Non, tu veux dire pourquoi on passe pas aujourd'hui? Non.
L'opération Accenture, on ne la présente pas aujourd'hui. Alors, vous verrez tout à l'heure pour quelle raison. Dans un moment, puisque les taux qu'on vous propose, ce ne sont pas ceux que nous allons retenir. Donc ensuite, on a l'opération donc Aliade Habitat, donc 257 rue du Beaujolais. Donc c'est en face du Clos du Moulin pour être plus. Non, en face du Clos du Moulin, qui est en train d'être construit. Voilà, côté, en face. Voilà. Donc là, on propose de modifier la quotité prévue lors de la note de synthèse que vous avez reçue et d'être caution à hauteur de 25% au lieu de 50%. Et donc, il y aura 25 autres pourcents qui devraient être garantis par la CCSB et les 50% restants par le département. Donc ça, c'est les choses qu'on fait habituellement jusqu'à maintenant. En fait, m'entendez, oui. En fait, le département, ayant bouclé son budget 2020, avait dit qu'il ne cautionnerait plus les emprunts des logements sociaux sur le Rhône pour cette année. Or, comme nous sommes à un mois de 2021, nous avons vu avec HBVS, c'est Aliade Habitat maintenant, et ils vont déposer un appel à projet en début d'année de façon à ce que la répartition revienne comme c'était auparavant, 25% pour la commune, 25% pour la CSB, 50% de garantie pour le département, ce qui paraît quand même plus logique. Et nous aurons la même chose pour le deuxième projet. Et puis pour le troisième projet, là, qui a été engagé sur 2020, là, on sera contraint de rester à 50 pour la commune et 50 pour la CCSB, dans la mesure où la CCSB sera d'accord, mais nous le pensons, puisque ce projet maintenant commence à être occupé et donc il est achevé et les garanties doivent être prises maintenant. Voilà. Oui. Pardon ? Alors, en fait, c'est un machin bizarre. Hein, c'est un machin bizarre dans le sens où on demande aux collectivités de garantir des organismes HLM, on va dire, hein, des organismes sociaux, pour assurer le financement, sachant qu'en contrepartie, les organismes sociaux, c'est là où c'est un petit peu bizarre, disent si vous nous cautionnez, on vous réserve un certain nombre de logements, et ça dépend du montant de la caution. Donc c'est un peu tiré par les cheveux. En revanche, si vous nous cautionnez pas, nous, on serait obligé d'aller chercher des cautions ailleurs, et ces cautions ailleurs seraient auprès d'organismes financiers, d'assurance ou autres, et elles sont payantes. Et compte tenu du fait que en général les emprunts que font les bailleurs sociaux sont de très longue durée, ça coûterait des sommes très importantes. Alors il est vrai que la caution des communes, moi je suis là depuis 31 ans, nous cautionnons des organismes, enfin on n'a pas fait excessivement, mais nous avons toujours cautionné les organismes HLM. Il n'y a jamais eu de catastrophe, on n'a jamais été appelé en garantie. Mais il faut quand même penser qu'on donne notre caution, ça veut dire que si un jour il y a un établissement social qui est défaillant, on pourrait être appelé en garantie en cause. Voilà. Mais on garantit à hauteur d'un pourcentage qui correspond à une somme correspondant à la partie d'emprunt qu'a fait le bailleur social. Mais en fait, ça relève du Code général des collectivités territoriales. Donc c'est extrêmement encadré, c'est le Code général des collectivités territoriales. Et quand je dis que c'est bizarre, c'est parce que je considère que c'est bizarre. Et c'est pas quelque chose de traditionnel, de courant, et ça va au-delà un petit peu du rôle de la collectivité. Mais bon, d'un autre côté, ça permet d'avoir ces logements sociaux sur notre commune, avec les avantages et les inconvénients que ça peut apporter.
Tu as tout compris. Et du moment que nous, on peut être appelé par rapport à 25%, la CCSB aussi à 25% et le département à 50%, ça veut dire que dans tout ce qui est social, je me tourne plus peut-être vers Jocelyne, c'est-à-dire qu'on a des logements qui peuvent être attribués à la commune quand on doit placer des personnes qui se retrouvent à la rue, des choses comme ça, ou c'est soit sous-entendu ou c'est écrit noir sur blanc, comment ça se passe? Alors, c'est pas sous-entendu, on va dire, c'est la règle traditionnelle. Lorsqu'il y a les commissions d'attribution de logement, par exemple sur Aliade, comme ça a été sur les HLM de Lyon, nous faisons partie de la commission d'attribution et c'est Jocelyne qui y va, c'est l'adjointe aux affaires sociales. Et là, eh bien, elle essaye après avoir sollicité des jeunes, on a toujours des listes d'attente de jeunes ou d'autres, hein, des personnes qui sont éligibles aux logements sociaux, eh bien, on essaye de placer les gens de la commune. Après, il y a des quotas qui sont préfectoraux, des quotas qui sont départementaux, il peut y avoir des quotas de la CCSB, mais en général, la CCSB laisse ses quotas à la commune. Donc, il y a l'action logement aussi, effectivement, il y a l'action logement qui est aussi prégnante, mais au départ d'une opération, par exemple celle qui s'est faite boulevard de Ludna, eh bien on a fait une réunion en commune de Saint-Georges, il y a 16 logements attribués, on a balayé les candidats, les 16 logements, on a fait un balayage. Et après, au fil de l'eau, chaque année, il y a une commission qui se réunit, les habitats, les logements, enfin les immeubles sont pleins, il y a des départs, et quand il y a des départs, eh bien, il y a des gens qui peuvent être éligibles et que nous proposons. Et là encore, il y a le comité d'attribution qui se réunit et qui choisit en fonction de ce que peuvent proposer les uns les autres, que ce soit le préfet, le département, l'habitat ou la commune ou la CCSB. Je vais vous lire la délibération. Donc, Monsieur le maire informe l'Assemblée qu'Aliade Habitat SA d'HLM à compétence nationale spécialisée de l'hébergement thématique vient d'acquérir en VFA 4 logements en collectif et 9 villas en lotissement comportant 13 logements sociaux dans la commune de Saint-Georges-de-Renins. Cette opération est financée par plusieurs prêts sociaux dont le montage permettra aux locataires de percevoir l'APL. Afin de ne pas majorer le prix de revient de l'opération par des frais de mise en place de garantie de type caution bancaire ou inscription hypothécaire, la société, donc Aliade Habitat, nous sollicite pour l'octroi d'une garantie à hauteur donc de 25% du remboursement d'un prêt de 2 56 336 € qu'Aliade Habitat vient de souscrire pour financer le projet. Donc après délibération, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer le contrat et l'acte de cautionnement accordant la garantie de la commune de Saint-Georges-de-Renins à hauteur de 25%, soit un montant de... Donc là par contre j'ai pas calculé, mais 66 000... Ouais. 666 000. 560 000. Donc à l'organisme emprunteur en application de la précédente délibération ainsi que toute autre pièce administrative s'y rattachant. 514 083 € pour le cautionnement. On prend une délibération par... donc, voilà, donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. D'accord, donc c'est pour. Donc ensuite, l'opération immobilière du 20 chemin du Bief. Donc ça, c'est toujours Aliade Habitat. 7 logements, c'est vers la notaire. Donc là, à hauteur de 25% également. Est-ce que vous avez des questions? Je vais peut-être lire la délibération tout de suite. Donc, Monsieur le maire informe l'Assemblée qu'Aliade Habitat SA HLM à compétence nationale spécialisée de l'hébergement thématique vient d'écrire en VFA 7 logements sociaux dans la commune de Saint-Georges-de-Renins. Cette opération est financée par plusieurs prêts sociaux dont le montage permettra aux locataires de percevoir l'APL. Afin de ne pas majorer le prix de revient de l'opération par des frais de mise en place de garantie de type caution bancaire ou inscription hypothécaire, la société Aliade Habitat nous sollicite pour l'octroi
d'une garantie à hauteur donc de 25% également du remboursement d'un prêt de 978 898 euros qu'Aliade Habitat vient de souscrire pour finaliser le projet. Donc après délibération, le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer le contrat et l'acte de cautionnement accordant la garantie de la commune de Saint-Georges-de-Renins à hauteur de 25%, soit pour un montant donc 244 725 50 à l'organisme emprunteur en application de la présente délibération ainsi que toute autre pièce administrative s'y rattachant. Donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Et donc la dernière, c'est pour voilà, HLM de Lyon toujours, 188 boulevard de Luna, donc c'est les bâtiments qui ont été construits juste avant Astra. Donc là, c'est à hauteur de 50% qui est demandé, puisque c'est déjà sorti de terre. Donc, je vous lis la délibération. Monsieur le maire informe l'Assemblée que KHM de Lyon, SA HLM à compétence régionale, spécialiste de l'hébergement thématique, vient d'acquérir en VFA un ensemble immobilier comportant 16 logements sociaux dans la commune de Saint-Georges-de-Renins. Cette opération est financée par plusieurs prêts sociaux dont le montage permettra aux locataires de percevoir l'APL. Afin de ne pas majorer le prix de revient de l'opération par des frais de mise en place de garanties de type caution bancaire ou inscription hypothécaire, la société HLM de Lyon nous sollicite pour l'octroi d'une garantie à hauteur de 50% du remboursement d'un prêt de 1 940 000 euros qu'HLM de Lyon vient de souscrire pour financer le projet. Après délibération, le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer les contrats et l'acte de cautionnement accordant la garantie de la commune de Saint-Georges-de-Renins à hauteur de 50%, soit pour un montant de 970 000 euros à l'organisme emprunteur en application de la présente délibération, ainsi que toute autre pièce administrative s'y rattachant. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Si, Olivia? Ouais. Les prêts, ils sont c'est pour une certaine durée? C'est 40 ans. Parce que du coup, comme je comprends, les garanties, elles vont du coup se cumuler entre les différents projets. Bien Et sûr. compte tenu du contexte actuel, au niveau des SAD HLM. D'accord. D'accord, donc on va les cautionner sur la durée du prêt. On est d'accord, à hauteur de la quote-part qui nous revient. C'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres à date, avant les délibérations qu'on prend? Ah si. Si, on en a D'accord. déjà. Il y en a qui durent depuis 20 ans, 30 ans. D'accord. Ok. Très bien. Pardon. Oui, c'est bon. Ça veut dire qu'à terme, est-ce qu'on est capable de garantir un développement de HLM sur la commune? Parce que notre garantie, elle est établie sur quoi? Oui, ça on est d'accord. Mais moi, je demande à quelqu'un je vais dans une banque faire un prêt, je demande que quelqu'un me cautionne. Ben lui, s'il est en garantie, il n'a rien, on va lui dire, ben non, monsieur, votre caution, elle n'est pas valable. Là, c'est une caution de forme. Non, c'est pas une caution de forme, c'est une caution réelle, puisque effectivement, si on prend un ensemble de projets immobiliers qui vont se développer sur Saint-Georges, et ce qui va être le cas, d'ici 6-10 ans, on va avoir, et je rejoins un peu Julie, on va avoir un nombre important de cautionnements, et on peut considérer que de toute façon, notre caution sera toujours acceptée, ou en tous les cas, considérée comme solvable. Est-ce que... Non, mais... Deux choses. D'abord, on n'est pas obligé de construire autant de logements que vous imaginez. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, il est considéré, puisque c'est le CGCT qui dit tout ça, que les communes sont par définition solvables. Ce qui est là, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est ce qui est considéré. Oui. C'est pas le cas, parce qu'on En a fait, vu des communes. je pense que l'astuce, c'est pour éviter, parce que, bon, objectivement, on n'a jamais vu un organisme HLM déposer le bilan. Moi, j'en ai jamais vu. J'en ai vu en difficulté. Ils vendaient des actifs parce qu'ils ont beaucoup d'actifs, et puis ils s'en sortent. Donc, c'est quand même, il y a un côté,
Il y a un côté réglementaire, parce que c'est le CGCT qui le dit, mais derrière, il y a même des communes, des collectivités qui garantissent à 100%, et je ne suis pas convaincu qu'ils sachent ce qu'ils garantissent. En fait, parce que de toute façon, un engagement qui est, enfin, il y a des experts comptables, félicitations, Madame Olivia, il y a des experts comptables qui sont autour de la table, un engagement est toujours écrit hors bilan. Et hors bilan, il est écrit pour la commune. Il rentre pas dans notre compte, d'exploitation, il rentre pas dans notre compte administratif, mais il est inscrit quelque part dans hors bilan. Donc, c'est malgré tout un engagement financier que prend la commune, mais qui est, vous pouvez poser la question à 100 maires, je suis sûr qu'il y en a 50 qui vont vous dire, je sais pas combien j'ai de garantie. Alors que dans un foyer, vous savez combien vous avez d'emprunts. Oui, bien évidemment. D'accord. Alors, pour autant, est-ce qu'on peut considérer que le fait qu'on cautionne donc le développement de logements sociaux fait aussi partie d'une action qui pourrait nous dédouaner d'avoir trop de pénalités, de ne pas créer assez de logements sociaux? Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est pas parce que vous cautionnez un bâtiment qu'il y en a plus ou qu'il y en a moins. Oui, mais quelque part en aide à la faisabilité. Oui, non, mais c'est pas parce que vous cautionnez qu'on va vous dire vous êtes plus vertueux qu'un autre, parce que pour le CGCT c'est quelque chose de normal. Ok, donc ça n'empêche pas les pénalités sur la non-réalisation de logements sociaux. Non. Ok, non. Ok, merci. En partie, puisque c'est... Oui, on est décisionnaire à 25%, non? 20%? Donc ça veut dire que la commune doit se battre aussi là-dessus, quand même. Évidemment. Merci. En pratique, ça se passe pas comme ça, mais les textes sont ainsi rédigés. Tu as fait voter? Ah non. Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Convention tripartite entre la commune, le collège de Boisfranc et le département du Rhône. Bernard, tu veux nous expliquer dans quoi il retourne? Donc, convention tripartite entre la commune, le collège de Boisfranc et le département du Rhône. Monsieur le maire expose que la présente convention définit les conditions dans lesquelles, conformément à ses obligations légales, le département du Rhône verse à la commune une participation financière en contrepartie de l'utilisation par les élèves du collège de Boisfranc et au titre des enseignements obligatoires pour les élèves de l'éducation physique et sportive correspondant au programme officiel des installations et équipements sportifs dont l'établissement public est propriétaire. Donc vous avez eu en copie la convention. Je vais revenir simplement sur 2-3 points de cette convention. Donc vous reconfirmez qu'une convention tripartite, donc, elle a lieu entre le département, la commune et le collège. Quand son article 2, on parle des participations financières, nous sommes concernés par le gymnase et la convention, le département rembourse 14 € de l'heure. Nous sommes concernés par le plateau sportif, le terrain, pour 6 € de l'heure. Dans l'utilisation, le calendrier est défini par une réunion conjointe entre la commune et le collège. Ça concerne essentiellement la période scolaire, évidemment. La responsabilité, le collège s'engage à prendre toutes les mesures utiles pour obtenir des collégiens le respect du règlement intérieur applicable aux installations sportives mises à leur disposition. Et le dernier point, ça concerne les assurances. Chacune des deux parties propriétaires, la commune et locataire, le collège, garantit par une assurance appropriée les risques inhérents à l'utilisation des lieux.
Donc voilà, donc chaque année, nous recevons 2 subventions, une subvention pour l'utilisation du gymnase et une subvention pour l'utilisation du stade. Voilà, et ces indemnités sont inscrites au budget, en recettes. Y a-t-il des questions, des informations? Alors oui, effectivement, pour cette année, c'est la commune qui recevra donc toutes les indemnités, et par la suite, ça sera les subventions, pardon, et par la suite, ça sera la CCSB qui recevra au titre des installations. Pour mémoire, la répartition précédente des charges des communes suivant les 8 communes était donc de 12% pour Blacé, 11% 70% pour le Péréon, pour Salars-Buissonnat c'était 7,65%, pour Saint-Étienne-des-Oulières c'est 17,33%, pour Saint-Étienne-la-Varenne c'est 5% 25%, Saint-Étienne appartient à la CCSB, les autres communes appartiennent à l'agglo de Villefranche. Pour Saint-Julien, c'est 5% 38%, pour Vouan-Beaujolais, c'est 6% 82%, et pour Saint-Georges de Renens, la plus grosse commune sur le secteur, c'est 33% et demi. Donc après, les charges seront réparties. Y a-t-il des questions ? Des indemnités? Non, c'est au nombre de jours d'utilisation. Cette année, avec le Covid, sûrement on touchera beaucoup moins que les années précédentes. Hein. Le collège a été fermé ou pas utilisé. Le gymnase a été fermé surtout. Il n'a pas été utilisé, ouais. Mais malgré tout, oui. Oui, mais la convention dit que c'est à l'utilisation. Hein. Donc c'est au jour et... Ah, mais c'est sûr que la pelouse a continué à pousser. Hein. Il a fallu l'attendre et que le... Ben, la convention dit que c'est... Il y a eu moins de dépenses malgré tout, mais bon, il n'y a pas pour autant, oui. Il y a eu moins de chauffage. Donc en l'état, qui est favorable à la signature de cette convention? Qui est contre? Les abstentions? Ah, une abstention. Merci. Questions diverses, monsieur le maire. Questions diverses. Alors, tout d'abord, vous avez vu que la région va lancer une campagne de dépistage massive. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Pardon ? Non, c'est pas ça, c'est le principe. C'est bon, c'est dans le nez, quoi. Ah, antigénique, voilà. Voilà. Antigénique. Et donc, il nous avait sollicité pour faire un centre de dépistage fixe. Moi, dans ma candeur naturelle, au début, j'avais dit oui. Et puis, en fait, quand on a vu un petit peu l'organisation qui est extrêmement lourde, et puis les chefs-lieux de canton souhaitant être les seuls pilotes de cette opération, on les a bien laissés faire. Donc, il y aura à Belleville et à Glazé des centres de dépistage, je dirais, fixes, installés et organisés. C'est le week-end prochain, je crois, sur 3 jours. Et en revanche, samedi matin, il y aura un bus mobile qui viendra sur Saint-Georges et qui assurera le dépistage. Donc on n'a pas encore complètement les modalités. En principe, il faut leur trouver un lieu. Donc on pensait peut-être... pardon ? Parking de la salle culturelle ? Parking de l'espace culturel, sachant que le bus va s'installer, il est parfaitement autonome, ils ont leurs infirmiers, leurs testeurs, ceux qui saisissent informatiquement, et ils veulent un peu de place pour mettre un barnum. Donc il faudra que les gens se déplacent, mais aujourd'hui j'ai pas eu le protocole, nous n'avons pas le protocole complet, on l'aura, j'espère, demain ou après-demain, et donc on essaiera de le mettre de le communiquer.
Pardon, je sais pas. Carte vitale et c'est tout. Carte vitale et carte, oui, carte d'identité peut-être. Ouais, non, je sais pas. Je pense, oui. Parce que- Carte Après, c'est vitale comme uniquement. un dépistage normal. Après, on reçoit un mail avec les. Normalement, c'est instantané. C'est instantané. Enfin, un quart d'heure, je crois, ou 20 minutes. Ouais. C'est antigénique. Hein. D'accord. Parce que moi, je croyais que la campagne était justement pour faire en amont, pour détecter les personnes qui n'ont pas de symptômes, mais qui peuvent l'avoir. Oui, bien Donc, sûr, bien sûr. je sais pas, parce que Franck dit, il faut avoir des symptômes. Non. Non, c'est bien pour que tout le monde vient, pour que justement, pour les fêtes de Noël, les gens aient pas le doute de se dire, on l'a pas. Ils peuvent être testés un jour et Oui, le et puis l'avoir le lendemain, quoi. Ça... Après, il disait qu'il fallait moins voir monde avant les repas de fête, comme ça, mais bon, il faut pouvoir, quoi. Il est fiable à 98%. Et en cas de négativité? Bien, après ces propos rassurants, je vous propose de... Bon, en tous les cas, c'est toujours ça. Hein. Je pense que ça présente un intérêt. J'avais une question diverse. On a j'ai plusieurs fois fait la demande par rapport à la stérilisation des chats errants sur la commune. On en a parlé avant le mandat, j'en ai reparlé. Je vois qu'à Belleville, c'est déjà en cours. Ils ont fait déjà plusieurs quartiers. Je voulais savoir où on en était, nous, sur la commune. Eh ben, nous, on en fait aussi. Non, mais parce que je sais pas, c'est pas communiqué, personne en... Si, les chats sont au courant. Hein. Ben non, mais moi, on m'a pas... Enfin, moi, je vois sur Belleville, ils disent qu'il faut pas que leur chat sorte, tout ça. Moi, j'ai rien vu sur Facebook. Alors, j'ai peut-être loupé, mais j'ai pas d'infos là-dessus. Ils mettent un masque, les nôtres, pour sortir. Non, parce que je voudrais pas que... Blandine, enfin, moi, les miens sont répondre stérilisés, donc Allô j'ai pas ce problème, Oui. mais je voudrais pas qu'on me les embarque. Si, c'est en cours. On a fait déjà 3 quartiers. Et en fait, il faut une personne à qui on donne la cage. Et après, le lendemain, elle appelle dès qu'elle a le chat. Et Jean-François va récupérer le chat. On a C'est en fait cours. déjà, je sais pas combien de chats. Enfin, c'est en route, ça se fait. Donc, en fait, c'est pas par quartier, c'est des gens qui appellent. C'est par quartier qu'on a fait. D'accord. Mais il y a eu des infos dans quoi? En fait, c'est dès qu'il y a eu des personnes qui nous ont dit qu'il y avait des chats, donc on va vers... C'est la demande un peu. Voilà, parce que je sais que des ancienne... personnes qui nous ont dit où il y avait des chats errants. Donc on a pris contact avec ces personnes qui veulent bien aussi nous aider parce qu'il faut de l'aide. Parce que anciennement, enfin là où on a démoli vers la table du Sud, je sais que là-bas il y a pas mal de chats et j'avais été. On est en train de faire le quartier de la gare, il me semble. Ouais, bah voilà, c'est ça, c'est quartier de la gare, tout ça, parce qu'il y a une dame qui on a commencé là. Chaque fois m'en parlait. Donc ça se fait, d'accord. Ça serait bien peut-être de communiquer, parce que c'est quelque chose de... Enfin... On t'entend pas, Julie, excuse. Moi, pour l'avoir fait dans mon quartier, il faut que la personne se fasse connaître à la mairie et dise où est le chat. Et après, c'est très simple. Hein, Jean-François, il amène une cage, elle capture le chat, elle appelle Jean-François, il vient le chercher. Il le ramène le lendemain. Donc il faut juste qu'elle se présente à la mairie, qu'elle le dise. Mais je pense elle avait déjà contacté plusieurs fois la mairie. Elle avait, il me là, semble, Madame Bessuel. Madame Bessuel, elle t'avait contacté, je crois. Il me semble qu'elle avait déjà eu des entretiens avec Patrick, donc je pense qu'elle a dû faire le retour. Mais bon, je verrai avec elle, je ne vais pas recroiser. Ouais, je vois avec elle et qu'elle prenne le contact avec Jean-François. Ouais. Bien. Questions diverses. J'ai pas fini, mais sinon continue. Oui, je voulais vous dire que nous allions ouvrir les plis du travaux de la gare à la CCSB jeudi. Par conséquent, nous avons bon espoir qu'à la période des fêtes et les délais incompressibles. Enfin, d'abord, il faut choisir les entreprises, hein, bien sûr. Donc, je pense que début février, on devrait commencer la rue de la Gare déjà. Voilà. Et puis, allez-y si vous voulez. J'avais d'autres choses, mais bon, peu importe. On n'a pas parlé depuis pas mal de temps de l'école et des travaux
vous aviez annoncé pendant les élections sur la cantine qui doit être refaite et sur le projet de l'autre côté. Je voulais savoir s'il y avait du nouveau par rapport à ça. Eh bien, l'acquisition du terrain. Enfin... Alors aujourd'hui, nous sommes toujours en discussion avec le propriétaire du terrain pour l'acquérir à l'amiable. Ok. Un autre sujet aussi, je profite qu'on est à la fin de l'année pour faire le point sur ces sujets-là. Vous aviez parlé aussi de réunions de quartier, de référents par chaque quartier, ce genre de choses. C'est pareil. Ça sera. On est en train de faire les découpages de quartiers et donc on va voir les modalités d'organisation et de réunions qui seront faites. Et d'ici fin janvier, début février, on mettra ça en place. Et dernier point sur les commissions. Moi, j'ai notamment l'urbanisme, l'assainissement. Enfin, j'en ai plusieurs qui n'ont pas été faites. Est-ce qu'il est prévu que... Alors, urbanisme, assainissement, c'est moi qui les gère. Et faire des réunions en visio, je suis pas fan. Parce qu'on se dit rien. Et donc, on en fera pareil avant ou après le budget, mais on en fera autour de mars-avril. Pardon? Ah non. Parce que c'est pas, on n'est pas nombreux, c'est des réunions qui peuvent se faire. Oui, mais il faut. Aujourd'hui, on est bloqué sur un certain nombre de sujets parce que ça dépend pas que de nous, notamment sur les voiries. On a des gros projets qui vont se mettre en place et une fois qu'on aura un peu plus de matière à donner, on fera une première réunion. Alors la première, ça concernera la RD 68, donc la route de Port-Rivière, et celle-là, je l'organiserai peut-être d'ici fin janvier. Merci. J'ai une question. Oui. Après le premier confinement, avait été installé un groupe de travail sur le foyer municipal qui devait rendre ses conclusions en décembre. Est-ce que les conclusions ont été rendues? Non, ça sera le 18 décembre à 18h. Oui. Comme c'était prévu. Donc à la commission culture et communication, donc on a retravaillé le look du Saint-Georges Info. Alors ça, c'était avant. Et après, ça sera maintenant. Oui, ce sera comme ça. Ah, mais c'est normal. C'est un exemple. Donc, il sera comme ça au lieu d'être comme ça. Mais bon, vous allez le recevoir début janvier. Ah non, parce que là, c'est juste un exemple. Alors, il sera comme ça. Donc, ça va changer de look, quoi. De quoi? Ouais. Alors, on sera à 3 ou voire on sera à 3 ou à 4 s'il y a des mois où il n'y a pas grand-chose. Mais on va plutôt faire du A3, ouais. Voilà, donc ça va sortir pour janvier. Voilà. Une information diverse. Le repas de restaurant scolaire donc pour les enfants aura lieu ce jeudi 17. Et non, mais le repas de Noël, pardon. Voilà, un repas amélioré, un peu plus festif. Donc si quelques conseillers municipaux veulent venir ce jour-là pour encadrer ou participer, ils seront les bienvenus. Ah non, mais ils mangeront pas, ils participeront simplement à l'animation et à faire manger les petits. Sébastien? Moi, je voulais juste vous dire, vous demander à tous les élus après le conseil municipal de bien rester pour pouvoir prendre vos boîtes de chocolat ainsi que les chèques cadeaux afin de les distribuer à nos anciens. Sachez que les anciens attendent à ce moment avec impatience. Donc, essayez de les distribuer le plus rapidement possible. Évitez trop les soirées, parce que des fois, ils n'ouvrent pas. Donc, essayez plutôt en journée. Voilà. Et s'ils répondent pas, retournez-y plusieurs fois. Voilà. Et s'il y a des petits problèmes, des problèmes d'adresse ou de nom, vous pouvez nous contacter avec Jocelyne, tout simplement. Merci à vous et merci pour votre investissement. Merci Sébastien. Autres questions diverses?
Oui, juste pour revenir sur le... Tout à l'heure, tu parlais pour la cantine. Alors, on a vu passer, en tant que parent d'élève, une information sur pour rappeler le règlement intérieur de la cantine. Parce qu'apparemment, ça devenait très compliqué. Est-ce qu'il y a du mieux? Est-ce que au niveau du... les enfants sont plus calmes, sont plus sages, ou c'est toujours pas dire le bordel, mais... Un peu plus excités. On arrive en fin de trimestre et on a eu énormément de mal à assurer le périscolaire parce que beaucoup de personnes, quelques personnes absentes, des difficultés à assurer des remplacements. Donc tous les jours, avec la RH de la commune, Astrid Dumont, on organise le personnel et c'est très très compliqué. Aujourd'hui, on devrait être à 8 personnes pour accompagner l'élémentaire. On est plus souvent à 7. En maternelle, on devrait être à 5 personnes. On se maintient à 5 parce que c'est les petits, mais quelquefois on est à 4 parce qu'il y a des accidents de santé de tout un chacun, il y a des absences. Et c'est très compliqué à remplacer du personnel que pour 2 heures le midi. D'autre part, en élémentaire, il y a une commission scolaire qui s'est mise en place pour faire une commission par rapport à la cantine. En tant qu'élu, je me suis inscrit pour participer à cette commission et suivant l'avancement, j'en référerai à la commission scolaire pour voir comment on peut évoluer et quelles seront les pistes à étudier. On n'exclut pas peut-être de réduire le nombre d'enfants à venir à la cantine en décidant qu'on prendrait simplement les enfants pour lesquels les 2 parents travaillent vraiment. Des sujets comme ça, ou voire à demander à des parents volontaires aussi d'encadrer quelquefois la cantine. Voilà, donc les pistes évoquées. Mais il y a une commission qui va se mettre en place. Bien, d'ordinaire, à cette époque, on annonce la date des vœux du maire. Cette année, je pense que les vœux du maire, ils ne seront pas ici, hein, ou alors en comité extrêmement réduit et peut-être transmis par un des moyens informatiques. On verra d'ici numérique. On verra d'ici là, ça sera probablement la 2e semaine de janvier ou 3e semaine de janvier. On essaiera quand même d'avoir un lien avec les habitants au travers d'un YouTube, comme tu dis. Hein. Voilà. D'autres questions? Pardon? Prochain conseil, nous l'avons prévu le 25 janvier 2021. 25 janvier, parce que on espère qu'après le 20 janvier, on sera un peu plus détendu et libre. On espère. Michel, on espère. Et puis, on verra. Voilà. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, visiblement, non. Je déclare clos ce conseil municipal du 14 décembre 2020 et je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, un Père Noël sympa qui vous apporte plein de jouets si vous avez été sage et même ceux qui n'ont pas été sages, Bernard, et qui soit passé de bonnes fêtes avec beaucoup de bonne santé et commencez bien l'année prochaine. Nous reverrons avec grand plaisir le 25 janvier et j'espère auparavant si nous avons d'autres choses à vous dire. Et en tous les cas, comme le disait Sébastien, nous comptons beaucoup sur vous pour aller relativement vite pour donner ces présents aux personnes âgées parce que je pense que la date butoir du 25 décembre est très proche. Merci, bonne soirée à toutes et à tous.